Bonjour cher Discipoli. Je vous dis bonjour, c'est avec Magister Dieudonné. Je pense que vous remarquez aujourd'hui que nous sommes là avec les cours de latin comme d'habitude. Et vous le savez très bien qu'avec Magister, vous avez toujours étudié quand même les cours de latin. Et pour cette étape, nous nous adressons directement à nos finalistes parce que nous allons procéder avec un entraînement qui va leur aider à devenir à la hauteur, être à la hauteur, devenir très capable à affronter aussi les examens d'État à travers ces grands travaux que nous allons faire avec vous, bien sûr. Alors, notre travail consistera à faire quoi, mes chers amis? Nous allons résoudre avec vous beaucoup d'items de plusieurs années déjà passées. Nous allons travailler avec vous beaucoup d'exercices, beaucoup de questions avec le système choix multiples. Et les questions seront là ensemble avec nous et nous allons procéder comme ça avec beaucoup de temps que nous allons prendre avec vous. Je pense que chacun sera à la hauteur d'affronter quand même ces examens sans pour autant s'inquiéter puisque tout ce qui est comme en matière, tout ce qui peut être comme enseignement du latin, vous les avez pris avec moi et aussi vous serez avec votre magister pour faire les entraînements des items. Sans plus tarder, nous commençons déjà avec cette partie du latin, première partie. Et nous avons notre premier texte. Le premier texte est là devant vous. Vous savez toujours qu'à l'examen état de latin, on a toujours donné un texte. Le texte numéro 1, on donne souvent deux textes dans un carnet, dans d'item. Et vous avez le premier texte, vous aurez le deuxième texte et après vous aurez les questions hors texte. Alors, en parlant d'abord de ce premier texte, nous avons là le texte qui est devant nous. Nous allons d'abord commencer par lire puisque vous ne pouvez pas répondre à les questions sur les textes sans pour autant lire, vous situer et maîtriser bien le contenu du texte. Donc, vous devez d'abord lire, comprendre, vous situer dans le texte avant d'affronter les questions y afférentes. Alors, le texte est là, je le lis. Ac nequis anobis hoc ita dici forte miretur, cod alia codam in hoc facultas sit ingenii. Neque aec dicendi ratio aut disciplina nenos quidem vic uni studio penitus quam dediti fuimus. Etenim omnes artes quae ad humanitatem pertinent adent codam commune vinclum et quasi cognatione quadam interse continentur. Voilà. Le texte, c'est de notre auteur que nous avons beaucoup étudié avec vous, Cicéron, dans les Pro Archia Poeta. Alors, sur ce texte, vous allez constater qu'il y aura 8 questions qui se rapportent à ce texte. Et dans les 8 questions, c'est de la première question jusqu'à la 8e, il se rapporte toutes à ces premiers textes. Et là, nous allons découvrir déjà la première question. À travers les Proarchia, Cicéron présente la liste de preuves sur les chefs d'accusation qu'on reproche à son client dans... Alors, vous avez appris avec moi les Proarchia Poeta. Vous vous rappelez très bien que nous avons dit notre Proarchia Poeta est un discours qui a respecté les conditions de l'éloquence. Alors, il avait 3 parties. On avait l'exorde, on avait le corpus et on avait aussi la péroraison. Et je vous avais dit que le corpus va être aussi subdivisé en 2 grandes parties. On avait d'abord la narration oratoire et après on avait l'argumentation. Et concernant l'argumentation, je vous avais dit, l'argumentation aussi est divisée en 2 parties. Nous avons l'argumentation de causa et l'argumentation extra causam. Alors, ici la question est celle de savoir, à travers les Pro Archia Poeta, vous me suivez très bien, la liste de preuves, c'est-à-dire les causes pour lesquelles Archias a été traduit en justice. C'était l'usurpation des droits de la cité romaine. On les retrouve dans quelle partie de notre Proarchia, de ce texte? Alors, est-ce que dans l'exorde? Non. L'exorde, vous savez qu'ici, l'exorde, c'est l'introduction. Là-bas, c'est en effet que présenter son client et demander de tenir un discours du genre nouveau. Péroraison, là, c'est la conclusion. On ne veut pas poser les faits, exposer les faits, reprocher à un parvenu, à un accusé à travers la conclusion. La narration oratoire, non. Narration oratoire, notre auteur était tout simplement en train de faire quoi? De raconter l'histoire de son client, son histoire quand même, sa vie, ainsi de suite. Dans l'argumentation de causa, très bien,
L'argumentation de Caoussa, l'assertion 4 est la bonne réponse. Les listes de preuves reprochées à notre client ou bien au client du Cicéron, c'était dans les argumentations de Caoussa, les arguments de la cause, là où on parle des causes reprochées à Archias. Ce n'est pas autant l'argumentation extra Caoussam. Non, ici, notre auteur n'avait fait que parler de l'éloge de belles lettres. Très bien, on passe à la deuxième question. Indiquez dans ce texte les termes qui se traduisent par culture d'esprit. Alors, pour parler de culture d'esprit, on a donné aussi là-bas les assertions. Nous avons 1 quis, 2 facultas, 3 codam, 4 cognitione et 5 humanitatem. Rappelez-vous, mes chers amis, quand je vous expliquais, je vous avais dit que la culture de l'esprit faisait partie de l'objectif de l'art oratoire. Alors, quis, quand vous le regardez très bien, vous êtes avec moi, c'est un mot démonstratif. Il est aussi relatif. Alors, facultas, c'est juste le substantif. Alors, qui peut désigner aussi les facultés, ainsi qu'autre chose. Codam, cette locution, et cognitione, qui est tout simplement un substantif aussi. Alors, les mots qui désignent normalement, les mots culture d'esprit, c'est humanitatem, l'assertion 5. Donc, les mots qui traduisent le mieux l'expression culture d'esprit, c'est l'assertion numéro 5. Alors, nous prenons ici la question numéro 3. L'expression art oratoire signifie, dans ce texte qui est devant nous ici, l'expression art oratoire va signifier quoi? Un studio, non, ce n'est pas studio, vous savez, ça vient de studium, qui veut dire les ailes. Nous avons code cognitione, non. Nous avons aussi commune vinculum. Vous vous rappelez des analyses de tous ces mots ici, dans le deuxième paragraphe du proarchia. Nous avons dicendi ratio. Très bien, puisque les mots art oratoire ou dicendi ratio, ça fait partie aussi des lignes de conditions de l'éloquence. Et là, nous avons la cinquième assertion, omnes artes. Non, omnes qui veut dire tous les arts. Omnes artes, ça veut dire tous les arts. Ça ne peut pas se traduire par là. Alors, vous voyez déjà, nous avançons avec la question numéro 4 de notre premier texte. Dans la question numéro 4 de notre premier texte, alors, qu'est-ce qu'on nous demande là? Toujours avec ce texte, nous prenons la question numéro 4. La question numéro 4. On nous demande dans ce texte, quelle est la question dans ce texte? Inter, les mots inter, voilà, suivez très bien, cher discipulus. Inter, a pour nature. A pour nature. On nous demande la nature du mot inter. Très bien. Alors, première assertion de la question numéro 4. On nous parle de la conjonction. La conjonction. Deuxième assertion, on nous parle de adverbe de comparaison. Adverbe de comparaison. Troisième assertion, on nous parle de adverbe de négation. Adverbe de négation. Et la quatrième assertion, on nous parle de adjectif indéfini. Adjectif indéfini. Et la cinquième assertion plutôt, on nous parle de la préposition. Préposition. Alors, voilà la cinquième question. Quatrième question plutôt. On nous parle ici de la nature du mot inter. Inter. En français, inter, ça veut simplement dire entre. Internos, entre nous. Alors, il est là dans le texte inter se continentum. Il est employé ici. Et on demande sa nature. C'est une conjonction? Non, une conjonction pour travail ou rôle grammatical d'unir les deux mots. On avait vu avec vous les conjonctions récemment. L'adverbe de comparaison. L'adverbe nous aide à faire quoi? À modifier un verbe, un nom, un adjectif ou un autre adverbe. Nous avons adverbe de négation, pas aussi un adverbe. Adjectif indéfini, inter n'est pas adjectif indéfini, mais plutôt inter sera une préposition. C'est l'assertion 5. La nature de inter dans le texte, c'est une préposition. Et là, nous avons la question numéro 5 de notre premier texte
cette question, la proposition, on demande ici la proposition où les mots est incorrectement, ou les mots est incorrectement, les mots est incorrectement associé à son cas. Voilà, on revient ici sur l'analyse des mots associés à son cas et sa fonction. Et sa fonction. Donc ici, on va chercher la proposition dans laquelle on va retrouver là-bas les mots qui est mal associé à sa fonction. On prend première assertion. On prend quia. Quia, on dit c'est les nominatifs. C'est le nominatif sujet de miretu. Sujet de miretu. Nous prenons deuxième assertion. Dikendi. Dikendi, on dit qu'il est génitif. Génitif et complément déterminatif. Complément déterminatif de disciplina. Disciplina. Et nous prenons troisième assertion. Quae. Quae. Qui est nominatif aussi. Nominatif et sujet de pertinente. Sujet de pertinente. Pertinente. Et nous prenons l'assertion 4. Nous avons C qui est nominatif. Nominatif. Et sujet de continentu. Sujet de continentu. Et 5. Nous avons nos qui est aussi nominatif et sujet de fuimus. Sujet de fuimus. Voilà, très chers amis, vous regardez avec moi que cette question n'est pas aussi simple. Vous devez maîtriser bien la grammaire. Voyez la grammaire. La proposition d'abord, nous revenons au texte. On dit quia est nominatif, sujet de miretu. Nous revenons maintenant dans le texte. Acne quis anobis hoc ita dici forte miretu quod alia quadam in hoc facultas sit ingenii neque aex dicendi ratio. En parcourant les textes tout entiers, nous n'avons pas les mots quia employés. Puisque quia n'est pas employé dans les textes, alors miretu est là. Quel sera son sujet? Le sujet de miretu. Acne quis anobis hoc ita dici forte miretu. Ici, nous avons quis et non quia. L'assertion est déjà fausse. Nous prenons la deuxième assertion. Dicendi, il est génitif, complément déterminatif de disciplina. Non. Dicendi, ici, il est très bien génitif, mais il s'emploie au même moment avec ratio, art oratoire. Il détermine autrement ratio et non disciplina. Dans ce cas, la deuxième assertion est aussi fausse. Nous prenons troisième. Quae, il est nominatif, bien sûr. Sujet de pertinente. Quae est ici. Et on nous dit qu'il est sujet de pertinente. Or, ceci est aussi fausse. Parce que les sujets de pertinente, directement, c'est artes. Omnes artes. Voilà. Lui est sujet de la proposition qui est déjà relative. Et c'est aussi une fausse réponse. Nous prenons C, nominatif, sujet de continentur. Très bien, nous sommes là. C, qui est impossessif, alors il est sujet de continentur. Et effectivement, c'est ça, parce que le verbe est un verbe pronominal. Et directement, la vraie assertion devient l'assertion 4. Puisque 5 aussi, nos est un natif sujet de fuimus.
Quand nous revenons dans les textes, nous retrouvons les verbes fouimus ici. Alors, on nous dit nos quidem, nos qui est là, on dit qu'il est nominatif et sujet de fouimus. Quand nous revérifions là-bas, le mot n'est pas correctement associé à son cas et aussi n'est pas correctement associé avec sa fonction. Donc, avec cette assertion, là où on a associé correctement les noms avec son cas et sa fonction, nous retrouvons c'est l'assertion 4 où nous trouvons C qui est directement associé à son cas et aussi à sa fonction. Très bien. Nous prenons directement la question numéro 6 pour avancer avec cette première partie avec notre texte Prorca Poeta qui nous a aussi servi beaucoup comme une très grande matière de latin 6e. Alors, nous prenons la question numéro 6. Cette question, on dit l'idée selon laquelle, la question est si longue, je vais un peu vous lire. L'idée selon laquelle Cicéron ne s'était pas seulement livré à l'éloquence et traduite dans ses textes par l'expression. Donc, l'idée selon laquelle Cicéron ne s'était pas livré seulement à l'éloquence. Ne s'était pas seulement livré à l'éloquence. Livré à l'éloquence. C'est traduit dans les textes par et là on nous donne première assertion quae alia ad humanitatem pertinent. Ad humanitatem pertinent. Déjà, en lisant l'assertion, vous allez comprendre que lorsque l'auteur nous demande l'idée selon laquelle Cicéron ne s'était pas seulement livré à l'éloquence, donc il s'était aussi livré à plusieurs autres domaines. Quae alia ad humanitatem. Ici, il nous parle de la culture de l'esprit. Alors, puisqu'on parle de la culture de l'esprit, ça ne justifie pas pourquoi il ne s'était pas seulement livré à l'éloquence, mais à tous les autres arts, puisqu'il se complète. Nous prenons ça, c'est une assertion qui est directement fausse. Quand on prend deuxième assertion, code alia quaedam, code alia quaedam, in facultas, sit in genii. Voilà, en prenant la deuxième assertion, code alia quaedam in facultas sit in genii. Cicéron ici est en train de parler tout simplement des différentes facultés de l'intelligence avec leurs dons et leurs talents qui sont inclus là. Et directement, ceci ne justifie pas la présence de Cicéron dans plusieurs domaines à la fois. Or, la question nous demande de trouver la proposition selon laquelle Cicéron ne s'était pas seulement livré à l'éloquence. Prenons déjà la troisième assertion. Abent codam, commune vinclum. Voilà, je pense que si vous n'avez pas tiré l'attention, vous risquerez de vous compliquer avec la présence de commune. Alors, or que dans abent codam commune vinclum, ceci ne justifie aussi pas la présence de Cicéron dans plusieurs domaines. C'est tout simplement le fait d'avoir plusieurs capacités qu'il avait quand même, qui étaient aussi communes et qui l'aidaient aussi à pratiquer certaines autres disciplines ayant les traits avec la culture de l'esprit. Donc voilà. Et quand nous prenons la quatrième assertion, quasi cognatione,
Quadam inter se continentur. Quadam inter se continentur. Voilà comment les compositeurs savent vous avoir facilement aussi. En employant les termes tels que inter. Déjà, vous comprenez, c'est entre. Si vous n'avez pas tiré beaucoup d'attention, vous risquerez de vous fier tout simplement avec les termes inter et vous allez comprendre que les arts se complètent entre eux. Mais réellement, l'idée qui est dans cette assertion ne justifie pas aussi l'idée qui avait poussé Cicéron à ne pas seulement se confier à l'éloquence seule, mais plutôt dans plusieurs domaines. Alors ici, je pense que tout le monde, puisque les quatre étaient déjà fausses, et je pense que tout le monde attend la cinquième assertion. Nenos week, uni studio, quam dediti fuimus, quam dediti fuimus. Voilà. Et directement, quand vous lisez, vous voyez uni studio. L'unité des différents ailes. Et il dit, ne nos week. Nous ne nous sommes pas seulement donnés, tout simplement, à ce que les gens pensaient. Nous ne nous sommes pas tout simplement donnés à l'art oratoire, mais plutôt aussi à plusieurs autres arts. Par exemple, quand nous voyons Cicéron avec Archias, Archias est un poète, mais Cicéron est aussi poète. Vous savez que parmi ses œuvres, il a aussi écrit des poèmes, non? Alors, voilà l'idée quand même qui montre que Cicéron ne s'était pas seulement livré à l'art oratoire, mais aussi à plusieurs domaines. Qu'est-ce qu'il faut travailler, qu'est-ce qu'il faut faire plutôt devant les questions de telle nature? Les questions de telle nature, mes chers enfants, mes chers amis, mes chers disciples, ça vous demandera d'abord de faire quoi? De procéder par la traduction de chaque expression, chaque proposition. Donc, en traduisant chaque proposition, vous allez vous rendre compte que la traduction de votre proposition ne va pas refléter ce qui était le contenu de votre question ou le fond de la question selon l'idée de l'auteur. Donc, voilà la sixième question qui aura pour l'assertion 5 la bonne réponse. Et là, nous allons prendre la septième question, nous réserve aussi quelle surprise. La septième question, les verbes n'est pas correctement. Ici, maintenant, nous allons en conjugaison. Les verbes n'est pas correctement. Les verbes n'est pas correctement. Analysé dans l'assertion. N'est pas correctement analysé dans l'assertion. Deux points. Nous prenons l'assertion première. Miretu. Déjà, vous pouvez déjà analyser. Nous avons deuxième. Site. Nous avons troisième. Fuimus. Nous avons quatrième. Continentur. Continentur. Nous avons cinquième. Pertinent. Tous ces verbes, vous les voyez là, dans notre texte. Et là, nous commençons par miretur. Miretur, selon les textes, selon les compositeurs, il est le subjonctif présent, actif. Troisième personne du singulier. Troisième personne du singulier. Cite, subjonctif, présent actif. Présent actif. Troisième personne du singulier. Troisième personne du singulier. Nous avons fuimus, indicatif parfait. Indicatif parfait. Actif. Première personne. Première personne du pluriel. Et là, nous prenons
Continentur. Subjonctif présent actif. Subjonctif présent actif. Subjonctif présent passif. Voilà. Subjonctif présent passif. Présent passif. Troisième personne du pluriel. Personne du pluriel. Et enfin, pertinent, indicatif présent actif. Indicatif présent actif. Troisième personne du pluriel. Voilà. La question nous demande d'identifier là où le verbe est mal analysé. D'abord, commençons, je préfère commencer du bas vers le haut. Quand nous prenons pertinent, pertinent du verbe pertinere. Voilà. Quand on conjugue pertineo, pertines, pertinet, pertinemus, pertinetis, pertinent. Très bien. Là, on comprend, nous sommes à l'indicatif présent actif. Et c'est troisième personne du pluriel. Ça, c'est correct. L'assertion est correcte. Nous prenons continentur. Continentur, c'est le subjonctif présent passif. Troisième personne du pluriel. Correct aussi à la question. Quand nous prenons maintenant les verbes fuimus, indicatif parfait actif, première personne du pluriel. C'est aussi correct. Ça, c'est les parfaits. Il est les parfaits actifs du verbe essayer. Et nous prenons ici cite. Je pense que cite, correctement aussi analysé, subjonctif présent actif du verbe et c'est toujours sim, sis, sit, simus, sitis, sint. Donc là, c'est aussi correctement analysé. Première assertion, miretur. Là, c'est visible. Quand on dit subjonctif présent actif, directement, tout le monde peut voir que la fausse assertion où le verbe est très mal analysé, c'était l'assertion première. C'est pourquoi j'ai préféré qu'on commence du bas vers le haut, puisque si on aurait dû commencer là-bas, vous risquerez déjà de ne pas vous intéresser sur l'analyse des autres assertions verbales qui étaient ici. D'où il fallait qu'on commence par les assertions verbales qui devaient nous servir de vérification avant de tirer la conclusion sur la meilleure des réponses. Alors, nous prenons directement la 8e question qui va mettre fin à ces premiers textes et cette première partie avant que l'on passe au deuxième texte de notre item ici que nous sommes en train de traiter. La 8e question nous dit aussi quoi? La 8e question, chers amis, on nous pose une très belle question et aussi facile là-bas. L'indicatif futur de essayer. Et deux points. Première assertion, essayer. Deuxième assertion, estoter. Troisième assertion, fouillisser. Quatrième assertion, futurus esse. Futurus. Et cinquième assertion, futurum esse. Futurum esse. Alors, l'infinitif plutôt par l'indicatif, l'infinitif futur, voilà. L'infinitif futur de esse. L'infinitif futur de esse. Voilà. Vous savez que l'infinitif en latin, il a le présent, les parfaits et les futurs. Puisque l'infinitif en latin a 3 temps. Par rapport au français, les français, nous n'avons que 2 temps, l'infinitif présent et passé. Mais en latin, nous avons le présent, les parfaits ainsi que les futurs. Alors, avec le verbe esse, le verbe le plus employé en latin, on nous demande son infinitif futur. Alors, l'infinitif futur, on dit esse. Non, esse, c'est tout simplement l'infinitif de esse, l'infinitif présent. Et quand on parle de estoter, non, estoter, ça n'a même pas l'essence. Fouillisser, ça, c'est les passés, les parfaits quand même. Quand on parle de futurus, tout simplement, là, ce n'est pas un infinitif. Les temps passés
on doit toujours trouver un passé avec un autre verbe qui doit, l'auxiliaire plutôt qui doit compléter les verbes. Ici, c'est futurum esse. Puisque vous savez, ça varie en neutre. Nous avons là-bas 3 genres en latin, non? Nous avons d'abord les masculins, futurus, futurum, futur. Alors, futurum esse est l'infinitif futur du verbe esse. Puisque, en voyant, rappelez-vous quand nous avons vu avec vous sur l'emploi des verbes esse, il y a la forme qui manifeste les futurs. Avec cette terminaison, déjà nous avons la présence du futur. Mais ici, parce qu'on n'a pas ajouté le verbe esse, et ici que esse est ajouté là-bas, directement, nous tombons sur la meilleure réponse. Voilà, nous avons fini avec cette première partie. Maintenant, nous allons passer au deuxième texte. Soyez toujours là pour suivre maintenant le deuxième texte avec ces questions. Cette fois-là, nous prendrons les questions allant de 9e au 12e, à la 12e question. Merci, à tout à l'heure, on se retrouve.